Je vais quand même vous donner un micro, même si j'ai l'impression que votre voix porte très bien. Non, elle est un petit peu cassée. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais appuyer dans quelques instants, une fois ma petite introduction terminée. On a pas mal de choses à voir, que vous nous expliquiez un peu votre philosophie du vélo dans la ville. Mais je voudrais commencer tout de suite par une question sur un engagement fort de votre programme que j'ai consulté. C'est la gratuité des transports en commun et du Vélib à terme. J'ai bien lu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ce n'est pas finalement un peu un piège pour la pratique du vélo que de décider comme ça cette gratuité et des transports en commun et du Vélib? Alors d'abord, il ne faut pas prendre une mesure déconnectée des autres, parce qu'il y a d'autres mesures, comme le fait qu'on souhaite par exemple que les jeunes se voient offrir un vélo à l'âge de 16 ans. Moi, je partirais d'abord, le point de départ, c'est aussi les expériences des uns et des autres. Moi, je suis issue de la campagne. Les 16 premières années de ma vie, je les ai faites dans le sud de la Seine-et-Marne. Et le vélo, c'était la condition sine qua non de ma liberté, de mon autonomie, de mon indépendance. Parce que pour acheter ses bonbons, c'était à 3 km. Pour aller au collège, c'était à 5 km. Et le lycée, c'était à 15 km. Et il n'y avait pas toujours des bus, selon les horaires des cours. Et donc, le vélo était incontournable. Donc, j'ai fait du vélo tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au moment où j'arrive à Paris, eh bien, j'arrête le vélo? Et c'est important de partir de là, parce que je fais partie finalement de ces 60%, si on reprend l'étude du guide des aménagements cyclables, de ces 60% en fait de Parisiennes et de Parisiens qui sont intéressés, qui souhaitent la pratique du vélo, mais qui ont encore la trouille, qui ne se sentent pas en sécurité. Et donc, quelque part, je suis votre meilleure cible et la meilleure alliée, parce que tout le travail des associations, et je vous remercie pour cette soirée, pour vos propositions, elles sont faites pour ces 60%. Et donc, comment est-ce que l'on va lever l'ensemble des freins à la pratique du vélo et pour faire que Paris devienne une ville cyclable? Eh bien, il faut prendre en compte ces freins-là. Et pour moi, la hiérarchie, de la gratuité. La hiérarchie des freins, c'est quoi pour vous? Alors, pour moi, bon, d'abord, il faut. J'ai entendu, excusez-moi, j'ai entendu M. Griveaux et pareil, Madame, c'est la représentante de Madame Dati, Madame Dati ce matin dans les médias, qui disait il ne faut pas opposer les publics. Il ne faut pas opposer les publics. Il faut assumer une hiérarchie. Moi, j'assume une hiérarchie. D'abord, à Paris, on doit défendre la marche, les piétons. Ensuite, la pratique du vélo. Ensuite, vous avez les transports en commun et donc en surface, les bus, puis les taxis, puis seulement la voiture. Et donc, il faut assumer cette hiérarchie. Vous verrez que ceux qui n'assument pas, enfin ceux qui disent à chaque fois qu'il ne faut pas opposer les publics entre eux, c'est souvent ceux qui n'assument pas cette hiérarchie et qui n'assument pas de mener une action de courage politique qui priorise d'abord les piétons et les vélos, qui généralement sont des bons alliés, et ensuite le reste. Donc ça, c'est important. Du coup, moi, je suis très attachée à votre proposition de Vélopolitain. Je vous dis d'abord bravo, parce que vous avez déjà gagné l'élection. Voilà, il y a déjà des vainqueurs dans l'élection municipale à Paris, puisque cette idée-là, elle est portée et reprise dorénavant. C'est un peu compliqué pour des candidats de dire on n'est pas pour le Vélopolitain. Bon. Donc ça, c'est une première victoire. Mais ça montre bien que le rôle majeur des associations pour faire bouger les lignes dans les politiques municipales, c'est essentiel. Parce que vous avez vu que dans les 3 premières années de mandature, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fallu que l'Observatoire bouscule, que les associations prennent le devant de la scène et interpellent. Et là, les choses se sont mises en place. Et alors, pas suffisamment, hein, puisqu'on a, selon vos estimations, 50% des pistes cyclables promises qui ont été livrées, et dedans, environ 40% de manière sécurisée, acceptable. Alors, justement, si vous arrivez aux affaires, comment vous faites pour lever les difficultés? On n'a pas parlé beaucoup ce soir. Les freins, c'est-à-dire voilà, la sécurisation des pistes, et puis la question du stationnement et la bataille culturelle. Mais aussi les architectes des bâtiments historiques, mais aussi la préfecture de police. Comment vous faites pour aller plus vite que lors du dernier mandat, d'une certaine façon? Comment vous faites pour dynamiser? Parce que votre programme, que j'ai consulté avec attention, est assez ambitieux, le Vélopolitain, mais aussi beaucoup d'équipements, d'arceaux, de garages vélo, etc. Comment vous faites pour atteindre ces objectifs dans le temps imparti? Déjà, vous savez que dans la direction de la voirie et des déplacements, il y a beaucoup de personnes, 3000 personnes.
mais dedans, il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent du vélo. Donc la première bataille, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie formation de l'administration à la question du vélo et à la question des piétons. Parce que si on a une administration qui n'est pas connectée à ces impératifs-là, qui n'est pas formée, forcément, il y a un problème. Deuxièmement, je suis persuadée que pour faire bouger une ville, il faut mettre en place le rapport de force citoyen. Vous savez, nous, nos listes Décidons Paris, c'est une liste citoyenne. Je suis en binôme avec Vicage de Rassos, et on est dans une démarche municipaliste qui est soutenue donc par la France Insoumise, par le parti Révolution écologique pour le vivant et par un autre mouvement écologiste qui s'appelle PEPS. Et on met la question de la mise en mouvement citoyenne comme point central. Donc ça veut dire que le comité, par exemple, du vélo, aujourd'hui, et qui régulièrement permet d'avoir un échange, il doit se transformer certainement en instance de suivi et qui puisse exiger la transparence sur l'état d'avancement du vélopolitain, par exemple. Mais il n'y a pas que la question de l'état d'avancement du vélopolitain, parce que là, on est sur les grands axes. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre proposition, c'est ce que vous dites sur l'enjeu du plan de circulation. Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'on reste souvent, quand on parle de piétonisation ou quand on parle de facilitation de la circulation du vélo, on est sur les grands axes, ça c'est essentiel, avec le vélopolitain. Mais moi, j'habite en haut de Belleville, Télégraphe. Quand je me promène dans mon quartier, je vois bien ce que vous dénoncez, c'est-à-dire les voitures qui vont prendre leur raccourci Waze. Donc la question de mettre en place un vrai plan de circulation qui fait qu'on ne rend plus possible ces raccourcis, fait que dans tous ces quartiers où on ne va pas pouvoir, il ne faudra pas se raconter d'histoire, on ne va pas pouvoir mettre des pistes cyclables sur l'ensemble des rues de Paris. Eh bien, faire un vrai plan de circulation, ça fait une mandature qu'on aurait dû le faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de moyens financiers, il y a besoin de volonté politique pour le faire. C'est compliqué aussi de refaire tout un plan de circulation. Ben oui, mais c'est de la volonté politique. Et donc, ça doit se faire avec le mouvement associatif, avec les citoyens, parce que ce plan de circulation, il est essentiel. Parce que si, dès que vous sortez de chez vous, vous avez la trouille, parce que vous savez qu'à certaines heures de la journée, vous avez plein de voitures qui la prennent comme un raccourci, parce qu'à un moment donné, il est possible de contourner d'autres axes par cette rue-là. Si vous changez votre plan de déplacement, et vous avez fait dans votre gros rapport des schémas qui rendent les choses très compréhensibles et qui permettent de montrer que, ben oui, on peut faire un plan de déplacement qui fait que vous, quand vous allez de chez vous à un autre lieu, vous n'êtes pas embêté, mais au moins les personnes ne peuvent plus emprunter votre quartier en contournant des axes et en inventant de nouveaux axes qui sont dans vos lieux d'habitation. Je vais paraphraser un ancien président. Votre ennemi, c'est la voiture ? Ben, écoutez, il y a un vrai problème de pollution là. Il va falloir quand même réaliser en termes de santé publique que ce n'est pas possible. Alors maintenant, il faut penser aussi, pas simplement dans le Paris intramuros. Je trouve ça d'ailleurs intéressant que votre plan vélopolitain, il y a aussi un RER vélo. RER vélo. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut aussi, moi j'ai entendu le slogan d'Anne Hidalgo qui dit le pari du quart d'heure. Moi, mon problème à travers le pari du quart d'heure, vous savez, c'est l'idée de réduire les distances domicile-travail, c'est important, et qu'on est tous à un quart d'heure de chez soi, son lieu de travail, son lieu de service public, d'espace vert, de commerce, bon. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'à ce pari du quart d'heure, on ait toujours le travailleur banlieusard des 2 heures. Donc il y a aussi un travail à faire sur l'aménagement du territoire pour que le droit à la ville du quart d'heure, il se fasse partout. Et qu'on pense enfin la coopération entre les territoires et qu'il y ait des continuités de pistes cyclables avec dans la région de France, qu'il y ait ces continuités-là, et qu'on pense aussi le stationnement dans les gares. Le stationnement dans les gares, il est essentiel. Aujourd'hui, vous regardez Gare du Nord, la priorité, c'est quoi? C'est de faire des commerces sur les flux de voyageurs. Or, la priorité, ça devrait être de faire un vrai parking à vélo. Une intermodalité intégrale. Ouais. Vous parlez beaucoup de culture forte du vélo. Comment vous faites pour faire émerger de façon beaucoup plus massive cette culture du vélo dans la population parisienne? Ben, écoutez, déjà, moi, je me suis rendu compte, mes enfants, ni à la crèche, ni à l'école maternelle, ni à l'école primaire, on a spécialement développé la culture du vélo. Donc moi, en tant que maman, comment j'ai appris à mes enfants à faire du vélo?
le week-end à la campagne chez les grands-parents. Au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne? Oui, mais en fait, c'était surtout le week-end chez les grands-parents. Et donc, tout le monde ne va pas emmener ses enfants au bois de Vincennes, au bois de Boulogne. Donc, déjà, il y a un problème. Si on veut développer la culture du vélo, ça veut dire qu'on se donne les moyens, dès le premier âge, le petit âge, d'amener à la pratique du vélo. Vous avez plein d'enfants dont les parents ne vont pas leur apprendre à faire du vélo parce qu'il n'y aura tout simplement pas de vélo. Donc il est important que dans les écoles, la pratique du vélo soit essentielle. Et ça veut dire aussi que vous pouvez le développer à travers les centres de loisirs, vous pouvez le développer aussi dans les colonies de vacances. J'ai participé à une grosse bataille, elles étaient menacées. La mairie de Paris, il y a 2 ans, avait décidé de supprimer les colonies de vacances arc-en-ciel. Et avec plein de parents, on s'est battu, on a mis un sacré bazar. Et je peux vous dire qu'on a sauvé les colonies de vacances. C'était pour une économie de 3 millions d'euros, c'était dérisoire, puisqu'ils avaient quand même déjà fait chuter le nombre de départs en colonies de vacances. Il faut au contraire développer ça. Il faut que tous les gamins parisiens, et surtout dans les milieux populaires, puissent participer à des colonies de vacances. Et soient aussi par ce biais-là familiarisés au vélo. Il y a plein de leviers comme ça. Mais ça veut dire aussi soutenir les associations. Il y a des associations super, moi je connais dans le 20e, j'ai oublié le nom, mais qui accompagnent aussi ceux de mon âge, je suis consciente, ceux qui sont nés, ceux qui sont encore très jeunes, mais qui, par exemple, à se mettre au vélo dans Paris, et qui, y compris, les accompagnent à faire leur trajet domicile-travail pour justement les rassurer et casser leurs obstacles psychologiques sur ces trajets-là. C'est important, il faut soutenir ces associations-là. J'en reviens à la question financière. C'est beaucoup d'argent, tous les investissements qu'il faut faire. Des investissements en prévision, mais vous décrétez aussi à terme la gratuité des transports en commun, la gratuité du Vélib. Et la municipalisation, du Vélib. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre modèle économique pour arriver à cette situation? Et puis 2 mots quand même sur la gratuité, tout à fait. qui n'est pas forcément évidente. Alors, non, mais la gratuité, toutes les villes qui ont mis en place la gratuité ont remarqué beaucoup moins de pratique de la voiture. Donc, c'est une nécessité. À ceux qui pensent que la gratuité coûte cher, eh bien, regardez ce que nous coûte la pollution. Et pour autant, ça ne suffit pas. Je pense qu'avoir une réduction des distances domicile-travail en faisant en sorte que le million de personnes qui chaque jour vient à Paris pour y travailler sans pouvoir y vivre, posons-nous d'abord cette question-là. C'est donc d'abord la question sociale. Comment on réquisitionne les logements vides et comment on permet à ceux qui bossent dans Paris de pouvoir vivre à Paris. Mais Madame Hidalgo a mis 150 millions sur le plan vélo pendant l'ancienne mandature, et là, elle en promet 350 millions. Alors qu'elle se soumet à la contractualisation de Macron et aux baisses des dotations de l'État, et qu'elle se vante de ne pas avoir trop recours à l'emprunt. Moi, j'assume d'être, avec les listes Décidons Paris, dans une rupture avec cette contractualisation, et qu'il faut assumer l'emprunt, le recours à l'emprunt, parce qu'il peut y avoir de bonnes dettes, si les dettes, elles permettent d'accroître le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Et faire en sorte qu'on transforme Paris en ville cyclable, eh bien, c'est qu'on transforme la ville et qu'il y a un intérêt général très fort à ces investissements. Maintenant, sur, par exemple, le chiffrage, on veut offrir un vélo à chaque jeune de 16 ans. Alors, ça peut vous paraître la dernière mesure... démagogique, on va dire. Ouais, et bien écoutez, ça coûte 4 millions d'euros. Donc franchement, moi je vous le dis, 4 millions d'euros pour offrir à chaque jeune à l'âge de 16 ans d'avoir un vélo. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que vous savez, les jeunes peuvent très facilement, on se demande comment, c'est pas toujours simple, mais ils sont prêts à se saigner financièrement pour avoir un iPhone. Et vous pouvez avoir des vélos qui sont moins chers que ça. Donc on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que l'achat du vélo est le véritable frein ? Ce n'est pas forcément le véritable frein. Mais si vous avez, dès le primaire, habitué les jeunes à avoir un vélo, et qu'au moment clé de l'adolescence, vous leur donnez un vélo, et que vous créez les conditions aussi dans la ville de la facilitation du vélo, ça veut dire que c'est toute une génération, régulièrement, que vous mettez à l'évidence du vélo. Et donc je pense que ça vaut le coup de mettre l'évidence du vélo. Donc vous investissez en recourant à la dette. Oui, par exemple. Mais par exemple, pour le financement d'un service comme Vélib ou même les transports en commun, vous ne pouvez pas vous endetter pour financer l'exploitation. Comment vous faites pour compenser la perte de recettes? Alors, combien coûtent les privatisations? Vous savez, on va parler aussi du stationnement. Les parkings municipaux, pour une grande part, sont privés. Est-ce que vous savez que les parkings municipaux de la ville de Paris, propriété de la ville de Paris, quand ils sont gérés par des entreprises privées, anciennement Vinci, c'est Indigo, aujourd'hui, eh bien, ils se mettent 40 millions
d'euros de bénéfices nets dans la poche chaque année, ben, on remunicipalise, là déjà on gagne 40 millions d'euros. Et dans ces parkings municipaux, eh bien, on peut décréter qu'il y a aussi un emplacement au début du parking, réservé pour les vélos. Enfin, je veux dire, et on réduit aussi l'emplacement de la voiture de cette manière-là. Donc je vous assure que dans la ville, la collecte des déchets, la tonne de déchets coûte 15 € de plus quand elle est gérée par de Richebourg que par le public. Donc il y a énormément de mesures qui peuvent permettre de faire des économies. Parce qu'une entreprise privée, c'est normal, elle n'est pas là pour faire un travail gratuitement. Elle est là pour se dégager des bénéfices. Donc quand vous remunicipalisez, vous faites énormément d'économies de fonctionnement. Alors concrètement, vous municipalisez Vélib, ça veut dire comment vous faites? Vous attendez la fin du contrat? Alors ça, toute la complexité, elle va être là, c'est-à-dire de voir avec les services des affaires juridiques comment on peut casser les contrats pour pouvoir remunicipaliser. Mais franchement, ça a été un fiasco et le fiasco, il continue. Vous avez toujours presque la moitié des vélos qui ne sont pas en circulation. Je veux dire, tous ceux qui pratiquent Vélib vous le disent, quoi, on s'arrache les cheveux. Or, je ne suis pas sûre que dans le suivi de Smooth & Go, la ville mette vraiment les moyens juridiques dans cette affaire. Je les ai trouvés même plutôt incompétents. J'ai vu en plus, quand les salariés se sont mis en grève et qu'ils ont été licenciés, à quel point la ville s'en est totalement moquée. Et ça, je trouve que c'est juste pas acceptable. Et c'est pas qu'un fiasco industriel dû à la technique. Hein, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas une gestion au long cours sérieuse de l'affaire, quoi. Donc je pense qu'il y a un intérêt majeur à remunicipaliser, parce que si vous avez un vrai dispositif de Vélib, vous pouvez aussi, autour de cela, créer un vrai service municipal du vélo et monter en compétences. Parce qu'on a besoin de Vélib, on a besoin de recréer, de développer des réseaux d'arceaux, on en a peu parlé, et de stationnement, mais on a besoin aussi de développer des ateliers de réparation vélo. Et ça, je pense que dans tous les quartiers, il faut qu'il y ait, en termes d'économie sociale et solidaire, des ateliers de réparation et qui permettent aussi aux propriétaires de vélos de mieux apprendre à se débrouiller. Mais par exemple, on peut aussi faire aussi un travail avec les bailleurs sociaux, les accompagner pour qu'ils anticipent dans le logement social, le local à vélo, ou bien qu'on puisse identifier là où on ne peut pas mettre de local à vélo, là où il faudra mettre soit des vélobox, soit des arceaux au pied, et pareil avec les employeurs. Et il y a plein de travail qu'on peut faire aussi avec les entreprises pour qu'il y ait vraiment une mise en réseau autour de la ville vélo. Dernière toute petite question avec une réponse très rapide. Dans le cadre d'un éventuel accord programmatique de deuxième tour, le vélo, c'est en tête ou pas de vos priorités? Écoutez, ça sera très rapide parce que nous, on pense d'abord au premier tour. Voilà. Et vous savez, moi, les accords programmatiques au coin d'une table, j'y ai jamais trop cru. Et par contre, ce que je crois beaucoup, c'est à l'implication citoyenne et déterminée, qu'il y ait une vraie éruption citoyenne dans ce conseil de Paris et dans ces conseils d'arrondissement pour vraiment rattraper tout le temps qu'on a perdu, parce que je pense qu'on a beaucoup perdu de temps. Voilà. Et que ce soit vraiment les Parisiennes et Parisiens qui décident Paris.